Por eso siento, compañeras y compañeros, que en Latinoamérica se gestan democracias liberadoras. Antes habían siempre democracias, pero democracias sometidas al imperio. Hacer transformaciones profundas en democracia cuesta. Luchar por la igualdad, luchar por la gente que necesita, tiene mucho riesgo, pero eso no nos asusta cuando vemos otros países, los movimientos sociales que acompañan este proceso de cambio. Amérique latine, les tout premiers jours de ce nouveau siècle. Mères de la place des Mai, paysans sans terre, citadins sans toit, indiens, syndicalistes, intellectuels, militants de tous bords, ONG venus des quatre coins de la planète, tous unis sous la même bannière, un autre monde possible. En ce début janvier 2001, le premier Forum social mondial a choisi Porto Alegre, grande ville du sud du Brésil, pour l'héberger. Porto Alegre, tout près de là où je suis né, de là où j'ai grandi, là où j'ai nourri mes plus beaux rêves. Ce forum proposait rien de moins que de repenser le monde de fond en comble, en remettant simplement l'homme au cœur de tout, au-dessus de tout. Je me souviens de Lula, pas encore président du Brésil, en tête de la manif. Il portait l'espoir du changement pour tous les peuples d'Amérique latine. Je revois mon ami Eduardo Galeano, uruguayen comme moi, auteur de Veines ouvertes de l'Amérique latine. C'est l'ouvrage qui nous a ouvert les yeux sur la réalité du continent. Il fallait un monde sous-développé pour financer le monde développé. Et c'est sur l'un de ces textes que le forum s'était ouvert. No século XXI, o mundo já não estará em guerra contra os pobres, mas contra a pobreza. Uma mulher negra será presidente do Brasil! Estados Unidos da América. Uma mulher índia governará o Peru e outra a Guatemala. Na Argentina, as loucas da Praça de Maio serão consideradas exemplo de saúde mental. Au même moment, dans les neiges chic de Davos, en Suisse, un autre forum, le Forum économique mondial, prêchait son dogme, celui du sacro-saint marché, considéré jusqu'alors comme seul remède aux inégalités. Avec quelques amis, on avait organisé une téléconférence pour tenter un échange entre ces deux conceptions diamétralement opposées du monde. Face aux spéculateurs George Soros et Ebe Bonafini, la présidente des maires de la place des Mai. Estoy aquí para denunciar que los gobiernos pagan la deuda externa con vidas y que Davos es el gran responsable de miles y miles de niños que en este mismo momento están muriendo en el mundo de hambre y de enfermedades de la pobreza. Cuando yo era chico. Quand j'étais petit, il n'y a pas si longtemps, le mot marché était un mot vraiment joli. Pas seulement dans mon pays, mais partout ailleurs.
Le marché était le lieu où on se rendait pour échanger des potins, pour acheter des fruits, des légumes. Mais voilà que ce mot, qui était si joli, est devenu le nom d'un dieu invisible, le dieu marché. Une saloperie de dieu, pervers, de très mauvaise foi. Et ce nouveau dieu a été encensé et vénéré par les organismes internationaux qui se sont chargés de diffuser la religion du marché comme seul credo possible. Ils ont tout privatisé. Ils ont détruit, anéanti les institutions, le domaine public dans les pays du Sud. Ils nous ont laissés sans défense face à ce Dieu fort douteux qui s'est révélé être un démon de la pire espèce, un démon dévastateur. À la fin de cette même année 2001, l'Argentine, pourtant citée en modèle par le FMI, s'est déclarée brutalement en faillite. Le pays avait pourtant suivi à la lettre les recettes dictées par Washington. Tout vendre, tout privatiser. Le téléphone, les avions, les aéroports, l'eau, le pétrole. Comme me disait un ami à l'époque, il ne nous reste plus que l'Antarctique à vendre. Et un an plus tard, eu estou concretizando o sonho de gerações e gerações que antes de mim tentaram e não conseguiram. peu à peu, l'espoir s'installe. Après Hugo Chavez au Venezuela et Lula au Brésil, les Latino-Américains portent au pouvoir, presque simultanément, une nouvelle génération de présidents. Néstor Kirchner en Argentine, Tabaré Vázquez en Uruguay, Michelle Bachelet au Chili, Evo Morales en Bolivie, Rafael Correa en Équateur, Fernando Lugo au Paraguay. Tous proposent de rompre avec la vision néolibérale qui dominait le continent depuis des décennies. Tant bien que mal, la plupart des pays latino-américains essayent de reconstruire une alternative à la toute-puissance du marché. Reconstruire le pouvoir public, reconstruire le bien commun, reconstruire l'espace public solidaire, qui a été totalement démantelé, pulvérisé. Car pendant plusieurs décennies, et ce n'est pas nouveau, la solidarité était devenue un gros mot. Et nous avons été entraînés au chacun pour soi, au pur égoïsme. Sauve qui peut a été la consigne imposée et vécue comme le seul mode de vie possible. Je vais faire un grand voyage à travers le continent sud-américain. Je veux aller à la rencontre des hommes et des femmes qui, dans l'ombre, ont rendu possible ce moment historique, unique. Les écouter, partager des moments de vie, tenter de comprendre comment tout cela a été possible. Ma première étape sera le Brésil, là où l'espoir est né. En 2005, je suis venu filmer le Brésil de Lula. C'était 2 ans après son investiture. Je suis retourné au Forum social mondial. Lula était là, bien sûr, cette fois-ci en tant que président. Et pour la première fois, j'ai vu un Lula qui, à force de composer avec le système, devait faire face à toute une aile radicale qui ne se reconnaissait plus en lui. Il s'est fait siffler, huer, traiter de tous les noms. Incroyable. Cette fois, je me rends à Santarém, sur le fleuve Amazone, entre Manaus et Belém. Plusieurs amis m'ont parlé du père Edilberto Senna, supporter de la première heure de Lula.
Je suis comme un pêcheur. Parfois, j'attrape un gros poisson. Parfois, j'en attrape un petit. Ça dépend de l'importance de l'événement que je traite et de mon inspiration du moment. Chaque matin, Edilberto écrit ses chroniques radiophoniques, puis réveille les habitants de sa petite ville amazonienne. À primeira vista, é impressionante o volume de dinheiro que o governo federal vem trazer para o estado do Pará, através do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. R$1 bilhão é anunciado pelo governo federal para saneamento básico, serviço de água, educação e construção de casas. Na realidade, é muito pouco esse recurso comparado com 502 bilhões de reais, a maior parte para a construção de portos e obras de interesse das multinacionais e do agronegócio exportador. O governo federal distribui migalhas com a mão esquerda para a população, já com a mão direita enche os interesses do grande capital. Aliás, esse tem sido a marca do governo Lula. Por aí, se pode compreender por que o presidente da República começa a receber vaias da parte da população onde ele está aparecendo. Bom dia. La situation de Belterra, la terre où je suis né, est aujourd'hui bien triste. L'exploitation d'arbres à caoutchouc est sinistrée depuis 1945, car le latex y a été extrait jusqu'à la dernière goutte. Puis la région a été abandonnée. Le plus triste dans cette histoire, c'est que 60 ans après ce premier désastre, et juste au moment où la forêt commençait à se régénérer, en 2000-2001, l'invasion du soja a démarré. L'expansion du soja causée par la maladie de la vache folle en Europe et le boom de l'économie chinoise ont provoqué l'explosion du prix du soja sur le marché international. Voilà pourquoi c'est ici, à Santarém, que Cargill a construit illégalement son port, encourageant les producteurs de soja du Mato Grosso et du Rio Grande do Sul à s'établir dans la région car la terre n'était pas chère. Cargill assure l'achat et le transport et le gouvernement, lui, subventionne l'agrobusiness. C'est très grave. Le pire, c'est que ce désastre est soutenu par la municipalité, par l'État du Pará et même par le gouvernement fédéral. C'est à cause de cette invasion de l'agrobusiness dans la culture du soja que nous avons organisé ce mouvement qui s'appelle le Front pour la défense de l'Amazonie. Excuse-moi. Il s'agit d'un mouvement populaire, non institutionnel, destiné à sensibiliser la société, à dénoncer les crimes et les coupables de la déforestation en Amazonie et à renforcer notre conscience citoyenne grâce à des études comme celles que nous réalisons aujourd'hui. Que é chamado de modelo neoliberal que passa a hegemonizar a economia internacional. Como é que é esse modelo neoliberal? Neo, a palavra neo vem de novo, né? Novo. E neoliberalismo. E liberalismo é uma teoria econômica do século XVI que propunha o mercado como centro do motor econômico de desenvolvimento das nações do mundo. Então o mercado passa a direcionar a lógica, inclusive, da política. Aquilo que era estatal, que era público, do Estado, passa para a mão de quem? Da iniciativa privada, dos capitalistas internacionais. Né? Passa a ser privado. Esse processo tem origem nos Estados Unidos da América, com o presidente Ronald Reagan, que era um cowboy, né, do Texas, e na Inglaterra com a dama de ferro chamada Margaret Thatcher.
E eles venderam isso como receita para o restante do mundo, através dos principais organismos internacionais que eles criaram, como a Organização das Nações Unidas após a Segunda Guerra Mundial, né? A Organização Mundial do Comércio, OMC, né? O Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, passa a propor essa receita para os países do mundo inteiro. Então começa esse processo tem início no México na década de 90, vem para o Chile, vem para a Argentina. Então há um processo de migração em massa das riquezas dos Estados-nação para as grandes corporações internacionais, do chamado imperialismo. Então o Brasil vendeu o quê? 76% das indústrias nacionais, do que era público. E como é que essa linguagem aí atingiu aqui a nossa região amazônica? É o agronegócio. E o Lula diz que é o carro-chefe da nossa economia. Um modelo que não se sustenta. Porque, segundo os cálculos dos latifundiários, eles precisam agora de mais de 30 milhões de hectares de terra para avançar nos próximos períodos, caso contrário, o modelo não se sustenta mais. E aonde é que eles vão encontrar 30 milhões de hectares de terra? No Cerrado brasileiro e na Amazônia. Ulysse est un paysan sans terre. Le mouvement des sans-terre est l'organisation la plus importante de la société civile brésilienne, la plus radicale et la plus historique aussi. Ulysse et les paysans sans terre ont été déterminants dans l'élection de Lula. Mais la réforme agraire, tant promise, n'arrive pas. Et si pour Edilberto, l'échec est dû à Lula, pour les sans-terre, le vrai responsable, c'est le modèle économique. Uma viagem essa noite, é? Ah, eu também assisti aquele jogo. Já foi meio emocionante, né? O 7 deu dor na tripa. O Lula está comprometido com um projet. Lula s'est engagé à réaliser un gigantesque projet qui existait déjà à son arrivée. Un projet qui date de l'an 2000. Co-signé par les présidents de l'Amérique du Sud et visant l'intégration interrégionale sud-américaine. Ce programme prévoit la création de couloirs entre l'Atlantique et le Pacifique pour faciliter l'exportation des produits de l'Amérique du Sud. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est de faire circuler les richesses de la région. Mais vers où? Vers les grands marchés des 20 prochaines années. Inde, Europe, Amérique du Nord, Japon et Chine. En somme, ce couloir sert à tout sauf à aider le développement des populations qui vivent ici. C'est ce qui me rend vraiment triste. Ce port fait partie de ce méga-projet. La route qui va de Santarém à Cuiabá et qui sera goudronnée en fait aussi partie. Lula fait tout cela parce qu'il a un grand cœur, mais n'oublions pas que c'est aussi un syndicaliste. Et qu'est-ce qu'il a comme idéologie, un syndicaliste? Négocier, s'asseoir à une table et négocier. Il préfère donner ses bagues plutôt que de perdre les doigts, donner ses doigts plutôt que de perdre les mains. Voilà la mentalité d'un syndicaliste. Un syndicaliste ne fera jamais de révolution. Evo Morales est en train de faire une révolution en Bolivie, mais il n'est pas syndicaliste. Hugo Chavez est en train de faire une révolution au Venezuela, mais il n'est pas syndicaliste. Correa essaye de faire une révolution en Équateur, mais il n'est pas syndicaliste. Pour Edilberto, l'espérance n'habite plus le Brésil, mais des pays voisins, Bolivie, Venezuela, Équateur. Alors d'accord, c'est décidé. Ce sera la suite de mon voyage. Mine de Huanuni, dans l'altiplano bolivien, 6 heures du matin.
Je savais qu'un lieu comme celui-ci portait encore les traces de toutes les révoltes. Et je sentais que cette mine allait nous livrer quelques clés pour la suite du voyage. Ce lieu, cette lumière, cette réalité. Et ce texte d'Eduardo Galeano. D'après la voix du maître, nos pays doivent croire dans le libre-échange, même s'il n'est pas libre. Honorer la dette, même si elle est déshonorante. Attirer les investissements, même s'ils sont indignes. Et entrer dans le monde, même si c'est par la porte des services. 2 kilomètres. C'est ce qu'on doit parcourir tous les jours. C'est peut-être le plus grand gisement d'étain d'Amérique du Sud. Entrer dans le monde. L'Amérique latine est née pour obéir au marché mondial, quand le marché mondial ne portait pas encore ce nom. Mon père a travaillé dans les mines de Siglo XX, puis ici. Et il est mort de la silicose. Moi, je suis mineur. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Mineur comme mon père. Cette triste routine des siècles a commencé avec l'or et l'argent, puis avec les sucres, le tabac, le guano, le salpêtre, les cuivres, l'étain, le caoutchouc, le cacao, la banane, le café, le pétrole. Que nous ont laissé ces splendeurs? Il est impossible de décrire la triste routine des cessions et des dépossessions, la manière dont nous nous sommes peu à peu résignés à tout céder pour finalement tout perdre. Des trésors naturels qui ont disparu, usurpés. À leur place, ils ont laissé des trous, peuplés de fantômes. Ils nous ont laissés sans héritage ni port d'attache. Hijos y padres estamos peleando. ¿Por qué tenemos que pelear así? Debemos más dialogar, sus dirigentes deben hablar, deben dialogar sus dirigentes. Ici, le sang a déjà coulé. Chaque fois, les mineurs se battaient pour leurs droits, toujours unis. Mais en octobre 2007, pour la toute première fois, ce sont des mineurs qui affrontent d'autres mineurs. Emiliano me raconte, avant Evo, les gouvernements ont tout privatisé. Dans les mines, on s'est retrouvé 9 sur 10 à la rue. Du coup, nous les exclus, on s'est organisés en coopérative, même si c'était le règne du chacun pour soi. Une cohabitation qui générait pas mal de tensions entre frères et des profits considérables pour les heureux propriétaires. Avec la découverte d'un nouveau filon, l'équation est devenue forcément infernale. Résultat, 16 morts, 16 mineurs. Pour Emiliano, il n'y a qu'un responsable, le néolibéralisme, le fameux Dieu marché. C'est dur pour nous d'avoir vécu ce moment.
Mais le plus dur, c'est que les enfants ont assisté à l'affrontement. Ils vont s'en souvenir pour toujours. Et quand ils seront vieux, ils le raconteront à leurs propres enfants. Moi, je voudrais qu'il n'y ait plus jamais ce genre d'affrontement. Pendant des années, j'ai été secrétaire général du syndicat des mineurs. Nous avons tenu tête aux dictateurs, au gouvernement. Mais c'était nos ennemis, nous le savions. Mais là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu comment nous, les travailleurs, on s'est affrontés, avec de terribles dégâts. Je voudrais que ça n'arrive plus jamais. Aujourd'hui, c'est un jour spécial à Ouanouni. Le président Evo Morales est de visite. Il vient de nationaliser la mine, de rembaucher tout le monde, réussissant ainsi à mettre un terme à cette situation intenable. Emiliano, l'ex-journalier, et Julio, le syndicaliste, frères ennemis d'hier, sont à nouveau ensemble. Evo leur a rendu leur dignité. Mais ce n'est pas suffisant. La mine, avant la nationalisation, ne comptait que 800 travailleurs. Aujourd'hui, ils sont plus de 5000 à respirer, à creuser dans ces mêmes tunnels. On a porté Evo au pouvoir. Maintenant, il faut que le gouvernement fasse les investissements nécessaires. Et vite. Il faut profiter du cours élevé de l'État. Pour nous, c'est une question de vie ou de mort. Voilà Evo Morales. Depuis son élection en 2005, Evo passe les plus clairs de son temps sur le terrain. Il aurait dû être mineur, Evo, comme tous les gens du coin. Mais sa famille, poussée par la misère comme tant d'autres, a dû fuir l'altiplano. Et comme tant d'autres, elle a échoué dans les plaines humides du Chapare, à l'est du pays, où l'on cultive la coca. Evo Morales s'est imposé comme le leader naturel des petits producteurs, les cocaleros. Il a pris alors la tête d'autres combats qui fédèrent de plus en plus de monde, contre la privatisation de l'eau, contre la hausse du prix du gaz domestique. Et en 2006, il est devenu le premier président indigène du pays. Bueno, compañeros, dar la bienvenida a nuestro presidente y a todos los compañeros presentes. Presidente, le voy a pedir muy encarecidamente que aquí están mis compañeros trabajadores, que se merecen bastante el respeto. Y le vamos a pedir delante de nuestros compañeros una audiencia para que se trate directamente el tema de inversión y el tema de la nueva ley de pensiones. Que también tenemos que ser escuchados. No solamente la oligarquía puede defender sus intereses a ese sector. También tiene que haber intereses para la clase pobre, para la clase empobrecida. Y voy a rogar a todos los presentes en esta magna reunión para un minuto de silencio para nuestros compañeros caídos aquí en defensa del Pozoconi. El tema de la inversión, ¿verdad? Nuestros dirigentes me han presentado, cuando se trata de millones y millones, porque son millones de dólares, no son poca plata. Ahí en la década del 90, cuando era dirigente sindical en la zona del trópico de Cochabamba, algunos expertos financistas decían, Bolivia no es viable. ¿Verdad, compañeros? A mí me asustaba eso. Si Bolivia no es viable, ¿qué iba a ser de Bolivia? Iban a retasear, descuartizar, repartirse en los países vecinos. Enero del 2006, cuando juré como presidente de la República, Bolivia era el último en reservas internacionales de Sudamérica. En este momento, las reservas internacionales de Bolivia están llegando a 7.000 millones de dólares. De 1.700 a 7.000 millones de dólares.
¿Eso qué nos permite? ¿Por qué les explico esto? Compañeros trabajadores, seguramente algunos dirán, aquí está hablando este presidente, pero dirán compañeros, eso nos permite fácilmente prestarnos plata. Compañeras y compañeros, trabajemos de manera conjunta. Es obligación, no es ayuda, es obligación del gobierno, nada más del Evo, garantizar esa inversión, compañeras y compañeros, y vamos a garantizar esa inversión que están pidiendo los compañeros. C'est la première fois que j'assiste à un meeting d'Evo Morales. Je suis ému de le voir essayer de transmettre, en prenant son temps et sans aucune démagogie, tout ce qu'il a appris depuis qu'il est président. En nuestro sindicato, yo me siento que en mi sindicato también estamos nacionalizados y su obligación atender, cuidar al sindicato para ver cómo garantizamos la inversión. ¡Que viva el sindicato minero de Vanuni! ¡Que viva Bolivia Unida! Muchísimas gracias. Ocurrió en Corocoro. Ça s'est passé à Corocoro, en Bolivie, dans une mine de cuivre. Estaba el presidente Evo Morales. Le président Evo Morales, en visite, a commencé à discuter avec des enfants, tous indiens aymara ou presque, tous enfants de mineurs. Certains pieds nus, tous très pauvres. Ils lui ont offert des dessins. À un moment, Evo Morales demande à un des gamins, « Et toi, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand ?» En pensant que l'enfant allait lui dire « mineur » ou au mieux policier ou joueur de foot. Mais l'enfant a regardé Evo droit dans les yeux et lui a répondu « Moi, quand je serai grand, je serai président de la Bolivie. » Nouvelle étape, Santa Cruz de la Sierra, à l'est de l'altiplano bolivien. Une scène que je n'aurais pas imaginé tourner. Santa Cruz est devenu le fief d'un puissant mouvement séparatiste qui embrase les 4 grandes et riches provinces de l'est du pays. Elle défie ouvertement le pouvoir d'Evo Morales. Depuis quelques mois, les manifestations se succèdent. Ceux qui seraient passés sans vergogne les rênes du pouvoir avant l'élection d'Evo ne veulent manifestement pas de ces gouvernements. Ils se battent pour une autonomie financière et législative de leur région, espérant ainsi pouvoir conserver leurs privilèges. A ellos y a su familia. Voici les leaders. Au micro, le gouverneur de Santa Cruz, Rubén Costas. De esos perros de la guerra, de ese sinvergüenza servil que tenemos por ministro, pero que aquí en Santa Cruz no lo reconocemos al sinvergüenza de Rada y toda la jauría. Aujourd'hui, le fils de pute s'appelle Alfredo Octavio Rada, ministre des hydrocarbures du gouvernement Morales. C'est lui qui a annoncé que l'IDH, l'impôt sur les hydrocarbures, ne sera plus comme avant, versé sans condition au gouverneur de chaque département. Les revenus du pétrole et du gaz financeront dorénavant une petite allocation destinée aux Boliviens de plus de 60 ans
une allocation pour chaque enfant scolarisé, ainsi que d'autres, toutes inédites. Toutes ces aides, l'augmentation des réserves dont nous parlait Evo et même les investissements promis aux mineurs ont été rendus possibles grâce à la nationalisation des hydrocarbures. Des revenus multipliés par 7 depuis ce fameux 1er mai 2006. Artículo 1. Se nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos del país. El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos. Artículo 2, primero. Je me souviens de la réaction des dirigeants des multinationales. Ils disaient en chœur, vous auriez pu nous consulter avant, l'annonce aurait pu être concertée. Il faut savoir que la Bolivie détient les plus grandes réserves d'hydrocarbures d'Amérique du Sud, après le Venezuela. Je me rappelle encore mieux de la réponse du gouvernement Morales. Messieurs, si nous vous avions consulté, vous auriez essayé par tous les moyens de nous convaincre de la non-pertinence d'une telle nationalisation. Ce genre de décision, d'une importance stratégique capitale, doit d'abord être annoncé pour ensuite, seulement ensuite, être discuté. Je me dis que c'est peut-être bien comme ça qu'on mène une révolution aujourd'hui. Tanto para el mercado interno como para la exportación y la industrialización. Il a fallu un an, jour pour jour, à Evo Morales pour faire aboutir les négociations. Il faut dire qu'il s'est attaqué à la plus grosse raffinerie du pays, Elder, 40 000 barils par jour, dirigée par la toute-puissante Petrobras, la multinationale brésilienne. Il y avait une espèce de négociation à huis clos entre Evo Morales et le président Lula. Cette négociation était juste entre deux. Personne d'autre n'y entrait. Nous, on était plutôt confiants, parce que Lula vient aussi du monde ouvrier. Il a été dirigeant syndical, c'est un travailleur. Donc il avait cette vision des choses et nous pensions sincèrement qu'il allait nous soutenir. D'un autre côté, nous savions aussi que Petrobras était détenu à 60% par des capitaux étrangers. Lula était donc au pied du mur. Lo más importante para nosotros es que hay ese desprendimiento del presidente Lula de devolver las refinerías al pueblo boliviano. ¡Atención, presente! Il y avait toutes les raisons d'être confiant. On se disait que toi, Lula, toi qui t'es engagé à ne pas faire la révolution pour être élu, tu ne pouvais que soutenir ton copain Evo. Pour moi, ça restera un de tes plus beaux gestes, sinon les plus beaux. Mais si les dirigeants du continent se sont montrés solidaires du processus bolivien, ça n'a pas été le cas, loin de là, des multinationales et de leurs actionnaires. J'ai été frappé par la mise en garde d'Hugo Chávez au sommet du Mercosur, le jeune marché commun de l'Amérique du Sud. C'était en décembre 2007, chez moi, à Montevideo. Hay que recordar lo que pasó en Venezuela. Pero, en fin, yo solo quería decir algo, lo voy a repetir aquí. Y lo dije allá entre los presidentes. Evo, que Dios te cuide. Que Dios te cuide. Y que Dios cuide a Bolivia. Ahora, a la gente que está planificando, y detrás de ello, el imperio norteamericano, hay que advertirle. Hay que advertirle. Si en Bolivia, si a este hombre que está aquí, llega a pasarle algo, si aquel gobierno legítimo llegaran a derrocarlo, Venezuela no se va a quedar con los brazos cruzados, al menos Venezuela. Y yo le pido a Dios que eso no ocurra, pero eso puede ser un gran terremoto que sacuda todo este continente. Estamos hablando del corazón de la América Latina, del corazón geopolítico de América del Sur, pues. Il n'a pas baissé les bras, Evo.
presidente de la República firma el decreto supremo que nacionaliza la totalidad del paquete accionario de Transredes. Il a fini par nationaliser, comme promis, toute la chaîne des hydrocarbures, de la prospection au transport. Nous étions à Santa Cruz quand Transredes, le dernier maillon encore géré par les multinationales, a cédé à son tour. Tout a été regroupé en une seule entité, IPBF, Gisement pétrolifère bolivien. Comme nous a dit son nouveau directeur, à l'époque de Petrobras, d'Exxon, de Repsol, de Total et des autres, chacun menait sa barque en fonction de ses propres intérêts. Maintenant, nous avons une politique cohérente et le bateau a enfin un cap. Commencez par répondre tout d'abord aux besoins des Boliviens. Nous avons maintenant un défi devant nous. Nous réapproprier tout ce qui nous appartient grâce à notre courageux président, notre frère président Evo Morales. Comme on dit chez nous, il faut en avoir dans le pantalon. Avec les autres, ça ne serait jamais arrivé. Et à présent, je suis très content, très ému par ce défi. Montrer la capacité de tous les travailleurs du pétrole, montrer notre capacité à tous les niveaux. On ne va plus attendre qu'on nous dise il faut faire ci, faire ça, car maintenant c'est nous les responsables. Responsables devant qui? Devant nos enfants et les enfants de nos enfants. C'est ça le sens commun. Et il était grand temps que ce sens, dont on dit qu'il est le moins commun de tous, soit assumé par certains présidents d'Amérique latine. Et ils ont commencé à le mettre en œuvre en formulant des questions qui semblent évidentes. Mais comment n'y a-t-on pas pensé avant ? Simplement parce qu'avant, nous étions habitués à accepter comme si c'était normal, comme si c'était le seul monde possible, un monde qui marche sur la tête, un monde qui récompense à l'envers, qui punit l'honnêteté et le travail, et où l'absence de scrupules et l'impunité sont monnaie courante. Pero no vamos a seguir gastando pólvora en gallinazo. Vamos a decirle a usted, excelentísimo asesino presidente de los bolivianos, que usted es el responsable. Ese es el que quiere llevar a comunizar nuestro país. Mais l'opposition ne désarme pas. Les attaques à des entreprises récemment nationalisées comme l'opérateur téléphonique Antel, en réclamant encore et toujours la restitution à la région de l'IDH, le fameux impôt sur les hydrocarbures. Compañeros, ¡viva Bolivia! ¡Viva! ¡Viva Bolivia! ¡Viva! ¡Viva el compañero Morales! Toute autre ambiance chez les communautés indiennes de Yacapani, à 70 km au nord de Santa Cruz. Quiero decirles, compañeros de Yapacaní, de algo estoy muy contento, así como ya misión cumplida. Primera vez el Estado boliviano, durante la República de 185 años de vida republicana, llega a la familia, llega al hogar. ¿Qué familia no tiene niño o niña? ¿O qué familia no tiene un abuelo o una abuela que tiene más de 60 años? Aunque algunos compañeros que tienen 60 años dicen que no soy viejo, no soy abuelo ni abuela. Compañeras y compañeros, quiero decirles con mucho respeto, a defender este proceso de cambio, a defender la nacionalización, a defender la recuperación de nuestras empresas.
A mí me acusan algunos prefectos que estoy confiscando la plata del prefecto. Eso no es la plata del prefecto. Que estoy confiscando del departamento. No estoy quitando al departamento. Más bien van aumentándose los ingresos económicos, pero sí la plata que llega a los niños, a los abuelos, pero también a las alcaldías. Esa es la redistribución de la plata en el mismo departamento. El gran problema que existe, que algunas familias no aceptan que un campesino llamado indígena, indio, sea presidente. Ese es el tema central. No es de IDH, no es autonomía, es Evo Morales, es el movimiento campesino. Ils ont été humiliés régulièrement, avec acharnement, obligés de s'agenouiller, de crier « Mort à Evo, vive Santa Cruz libre ». Je pensais revenir sur ces images, mais quelques mois après notre tournage, l'ignoble, l'innommable, a eu lieu dans la province de Pando. Nous sommes le 11 septembre 2008. Le gouverneur de Pando vient de déclarer que la réforme agraire n'aura pas lieu dans son département. Des centaines de paysans sont venus manifester leur indignation, pacifiquement, silencieusement. Sur leur route, les hommes de main des séparatistes leur tendent un guet-apens. Premier coup de feu. Panique. Les paysans se jettent à l'eau. Les tirs des armes automatiques redoublent. Au moins 20 morts. Le rapport de la commission d'enquête de l'UNASUR, la toute récente Union des Nations Sud-Américaines, est accablant. Un massacre prémédité, orchestré par des fonctionnaires départementaux, répondant aux ordres d'une chaîne de commandement. Accusant l'ambassadeur américain, Philippe Goldberg, de soutenir l'insurrection séparatiste, Evo Morales décide de son expulsion immédiate. En toute solidarité, Hugo Chávez fait de même. L'UNASUR, elle, réunie en urgence à Santiago du Chili par Michelle Bachelet, affirme à l'unanimité son soutien au processus démocratique mené par Evo Morales et met en garde les États-Unis contre toute nouvelle tentative d'ingérence. Une première absolue en Amérique du Sud. Espoir. Le monde ne semble plus marcher sur la tête. En route pour le Venezuela. Je repense à Evo. Un homme debout, nu, sur un fil. Lui, autant que son pays. Son pays que l'UNESCO vient de déclarer libéré d'analphabétisme. Je pense au Che aussi, à son rêve. Le rêve d'embraser le continent depuis son cœur. Depuis le fin fond de la forêt bolivienne, justement. Et si, 40 ans après, le germe avait pris? Et si son rêve était en train de se réaliser, sous nos yeux, d'une toute autre manière? Arrivé à Caracas, au Venezuela, Luis, le chauffeur de taxi, m'accueille avec l'émission hebdomadaire, diffusée en direct à la radio, mais aussi à la télévision, du commandante Hugo Chávez Frías, Allo Presidente. De cette émission, les Vénézuéliens disent en souriant « On sait quand ça commence, jamais quand ça finit. » Luis écoute. J'écoute, forcément. A ver si recuerdo un verso que va allá cabalgando como la caballería, que dice, el grito del guerrillero se lo sabe la sabana, no hay quien no lo haya escuchado en la noche o la mañana,
Corre, corre, corre el río hasta que les suda el agua. Ahí está inventando. Là, il invente. C'est ce qui fait sa grandeur. C'est pour ça que les gens ne se fatiguent pas, ne se lassent pas de lui. Parce que quand on l'écoute, on le sent physiquement. On a les larmes aux yeux, on a des frissons, on rit. On vit tout ça quand on l'écoute faire son programme. Expulsan de aquí a Bolívar y la oligarquía se adueña del país, traicionan al pueblo después de 20 años de guerra revolucionaria. Entonces muchos se alzaron. Uno de ellos fue mi tatarabuelo, coronel de caballería de los Llanos de Guárico, Pedro Pérez Pérez, ese era su nombre. Por eso Andrés Eloy Blanco le escribió este corrido que dice: salió de la Chiricoa con 40 de a caballo, rumbeando hacia Meloreño va Pedro Pérez Delgado. Pedro Pérez Delgado. Bueno, quiero recordar a este padre viejo. Tenemos un buen loco. Il est fou, hein? C'est un sacré fou, notre président. Attention, je dis ça avec tendresse, ne croyez pas que... On l'appelle tous le fou parce qu'il faut être fou pour entreprendre tout ce qu'il fait. Regardez, ça ressemble à un nid de guêpes. Si on commence à leur lancer des pierres, les guêpes vont s'énerver. C'est de là-haut, de ces maisons, qu'elles sont descendues. Luis fait référence à la tentative de coup d'État de 2002. L'opposition, avec une partie de l'état-major militaire et les soutiens discrets mais certains des États-Unis, avait tenté de se débarrasser de ces Chavez qui avaient osé remettre en cause leur domaine réservé, la direction de PDVSA, l'entreprise nationale de pétrole. Título primero, se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela. La détermination avec laquelle la population de Barrios, les fameuses guêpes, ont dévalé leurs collines pour s'emparer de la rue et soutenir leur président m'avait tout simplement sidéré. Me voici donc au Venezuela d'Hugo Chávez, pour la toute première fois. Je vais me faire une idée à moi, face à tant d'intox, de tous côtés. J'ai voulu me rendre dans l'un de ces barrios, rencontrer les forces vives de la révolution bolivarienne. Ça sera Brisas del Panteón, un quartier du centre historique de Caracas, à 2 pas du mausolée où repose justement Simón Bolívar, libérateur du pays et grand inspirateur du président Chavez. Tout un symbole. Le quartier est en pleine effervescence. Les voisins se sont organisés, mobilisés pour se sortir de leur bidonville et reconstruire un habitat digne. Et si ce réaménagement est financé par le gouvernement, c'est la communauté qui en est à l'origine. À sa tête, une femme, Agustina. Ça, c'était ma maison. Ici, il y avait une autre maison, par là une cabane. Il y avait 22 cabanes. Près de 20 familles utilisaient les toilettes collectives par là. Ma maison se trouvait là. Petite? Oui, toute petite, mais confortable. De ma maison, on voyait le Panthéon national. C'est là que se trouvent les dépouilles de nos libérateurs, comme Simón Bolívar. Je voyais tous ces taudis et je me disais, comment est-ce possible que si près des dépouilles de nos libérateurs, on ne vive pas dans des espaces plus salubres? Il y a des enfants, des femmes et des hommes qui sont nés ici. Ils ont eu des enfants ici. D'autres y sont devenus grands-parents. Et tu l'imagines comment, ta maison? Comment je l'imagine? Avec un superbe lustre.
Tout sera très joli, propre, bien aménagé. Je rentrerai du travail ou de la fac, je poserai mon sac et je me reposerai sur mon canapé. Et je profiterai de la vie. C'est important d'avoir une bonne maison, un bon appartement. Ici, je verrais bien les enfants jouer dans un parc, un espace vert. Avant, les enfants jouaient dans les poubelles, dans la saleté, dans les flaques d'eau. Maintenant, notre rêve est de les voir jouer autrement. Des fois, je me dis que la révolution est arrivée tellement tard. Je regrette qu'elle soit arrivée trop tard. Beaucoup de gens ont souffert, ils ont été remplis de haine. À leur tour, ils ont détruit d'autres vies. Oui, je regrette encore que mon commandant soit arrivé si tard. ¿Qué pasó por ahí? Una explosión de júbilo. Comité de Tierra Urbana. Ah, ya están los comités. Ven acá, negra, ven acá, ven acá. Tú, mira, ven acá, hazme el favor, para que me digas aquí una cosa. Vente con calma, no te vayas a desesperar. Ajá. Vente con calma, con calma. Ajá. Tú estás en el Comité de Tierra Urbana. Sí. Pero espérate, chico, pues ya le vas a poner el micrófono ahí. Entonces de una vez la vas a parar y ven acá. ¿Cómo te llamas tú? Agustina Martínez. Agustina Martínez. Martínez. Ven acá mi beso, pues. Ajá. ¡Me voy a morir hoy! ¿Cómo te vas a estar muriendo hoy? Es que yo quería besarla. Sí, que se va a morir ahora. Mira, espérate un momentico. Ajá. ¿Tú eres del Comité de Tierra Urbana dónde? De San José. Yo sentí que me escuchó. J'ai senti qu'il m'a écouté, qu'il a vécu mes problèmes, qu'il les comprend. Pas seulement les miens, mais ceux de toute ma communauté. Il est le moteur d'aujourd'hui. Il nous pousse à le suivre. Et s'il est le leader, c'est bien parce que nous le suivons. Respetando sus proyectos, porque son ellos, como lo dijo usted al principio, los ingenieros y los arquitectos populares, lo que estamos haciendo. Pero ellos no tienen equipamiento Claro. Para estudiar, por ejemplo, la resistencia del suelo, las condiciones del suelo, Y eso es ahí, lo que a ver estamos si ahí nosotros. se puede hacer una vivienda o un edificio o qué cosa. Pero en eso tenemos que ser más rápidos. Sí. Vamos a aceptarlo. Claro que sí. Vamos a poner la claro que mano sí. en el pecho. Claro que sí. Pero yo Vamos a quiero decir que, hablar sobre somos todos los lentos. comités de tierra alta. Somos lentos, somos muy lentos. La dinámica de la situación nos desborda, nos desborda. Bueno, Mira, yo quiero hablar sobre los comités de tierra. bueno, los comités de tierra. Claro. ¿Qué vas a decir de los comités de tierra? Que quería decirle más que todo de los comités Pour Agustina, c'est le moment ou jamais de tenter de faire passer son message au président. son las bases totalmente que Les projets communautaires sont souvent bloqués par les différentes administrations. se han sentido, como se dice, un poco más Difficile à dire, trabajando mais en elle y va. conjunto, han sido atacados por Courageuse. varios organismos y hay muchos cuellos de botella. Entonces, ellos quisieran que le dieran impulsos a su proyecto, a varios proyectos. Bueno, de eso se trata. ¿Tú te llamas? Agustina Martínez. Agustina. Agustina, cuenten conmigo. ¿Cuál en sí consiste el proyecto? Construir nuestras viviendas, sí, pero construir también algo para poder que se Ces jours-là, une équipe de tournage s'intéresse aussi à Agustina. En général, 2 caméras autour d'un même personnage, c'est juste l'enfer. Mais cette fois-ci, finalement, Nous faisons partie de Vive TV. Nous enregistrons en ce moment l'émission Venezuela Adentro. C'est une sorte de journal, mais pour nous, c'est le journal du changement. Sur notre chaîne, les vrais acteurs sont les communautés. Elles diffusent leurs propres informations et font l'essentiel de ce programme. Tout part d'ici, en fait. Le projet de cette chaîne est né juste après le coup d'État de 2002. À partir de ces événements et en réaction avec la désinformation qui régnait alors. Il faut dire que les médias commerciaux diffusaient des dessins animés et passaient sous silence la révolte populaire grandissante. C'est dans cette conjoncture qu'est née Vive TV, pour rendre l'information au peuple. Oui, c'est bien l'État qui nous finance. Mildred et Vladimir nous invitent dans leurs locaux.
Je me dis que nos démarches se ressemblent. Hola, muchachos. Hola, Rubén. Así. Aquí así, ¿no? Oye, qué falso. Olguita. Hugo Chavez a aussi lancé Télésur, une chaîne continentale qui offre une alternative au discours dominant dans la région, celui de CNN. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, au Venezuela, 80% des médias sont toujours tenus par l'opposition. Ici, c'est notre terrain de lutte. Pas seulement à la chaîne, mais surtout aux côtés de chaque communauté, dans chaque coin de ce pays où l'on passe le plus clair de notre temps. Notre peuple a été dépossédé de sa culture pendant des années. Nous essayons donc de nous la réapproprier, de récupérer nos racines. Nous essayons aussi de découvrir les cultures de pays qui étaient pratiquement inconnus pour nous, alors qu'ils sont juste à côté. Donc à quoi sert cette chaîne? À nous connaître, à nous unir en tant que latino-américains. Ce n'était pas facile pour eux de se retrouver face à une caméra sans avoir peur. C'est ce qu'ont créé les chaînes commerciales. On n'y voit que des gens beaux, des blonds aux yeux bleus ou des citadins. Mais maintenant, on peut voir des gens de toutes les couleurs. Nous sommes tous acceptés sur nos écrans. Ici, le grand acteur, c'est la révolution vénézuélienne. Un rêve collectif. Ce n'est pas difficile d'avoir des rêves collectifs. Les rêves collectifs aussi sont possibles. L'année dernière, je me suis dit que j'allais continuer à étudier. J'adore commencer des choses. Je me suis dit que si je commençais à attendre le bon moment, ça ne serait jamais le bon moment. Je pense que le bon moment, c'est tout le temps. C'est quand on le veut. Et que les choses ont vraiment commencé à changer dès le début de la Révolution. On n'en est plus seulement aux paroles, aux promesses comme avant. Tout le monde participe. Des personnes âgées qui n'ont encore jamais appris à lire ni écrire se sont intégrées. Elles ont participé. Vemos qué bello y qué hermoso y qué fascinante es ver a aquellas personas más o menos de mi edad, porque esas personas estaban en su casa nada más haciendo arepa y con una bata toda sucia, no tenía ninguna fuente de inspiración. Le discours officiel est bien où il est. C'est le moins que l'on puisse dire. Je ne sais pas ce que ça donne quand on vit sur place et que l'on écoute ça à longueur de journée. Mais une chose est sûre, cette énergie débordante, dans tous ses excès, me fait du bien. Mais quelle autorité morale avez-vous dans le Nord pour nous donner des leçons de démocratie, pour vous octroyer, vous auto-octroyer le droit de dire « ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est du populisme ».
La peur en Amérique latine, il lui faut un visage. Elle sent le soufre, elle a une queue, c'est un être rouge, un démon, qui s'appelle parfois Evo Morales, parfois Hugo Chávez. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses que dit Chávez, surtout quand il crie « Viva Chávez », car là, je ne pense pas qu'il montre le bon exemple. Mais je crois, et comment, que le gouvernement de Chávez est plus que légitime. En tant qu'observateur indépendant, j'ai assisté au premier plébiscite du genre dans l'histoire de l'humanité lorsqu'il a remis son gouvernement entre les mains des Vénézuéliens en leur disant « Décidez si je reste ou si je m'en vais ». Et ensuite, Evo Morales a fait de même. À vous de décider. Je reste ou je pars? Al ver esta marcha histórica, más grande que la marcha por la vida. Ceci a eu lieu en Amérique latine. Nous allons donc commencer par nous respecter mutuellement et, à partir du respect retrouvé, recommencer à dialoguer comme il se doit. Et nous devons prendre conscience que personne, vraiment personne, ne va venir d'ailleurs pour nous sauver. Car les grandes transformations, celles qui nous attendent, se feront uniquement de l'intérieur et à partir du bas. Aujourd'hui, assemblée extraordinaire. Le chantier est bloqué. Une famille tente de se faire indemniser à prix d'or pour quitter les lieux. Morceau choisi. No te metas a la vida. Todo el tiempo lo que tenía. No me interesa. Ella no sabe hablar. Todo el tiempo nos humilla como le da la gana. ¿Qué le pasa a ella? ¿Qué le pasa a ella? No me interesa. Que escuchen. Agustina nos quiere sacar aquí porque tiene intereses propios. Yo no quiero revocar. Tú no estás revocando. Tú estás dañando esta broma. Tú estás dañando todo el principio. Soy la comunidad. Vamos a empezar con este. Eres tú. Vamos a empezar con esta discusión desde antes de comenzar la reunión. Mire, no me interesa. Ustedes se metieron a hacerle daño a este proceso. Ustedes se metieron a hacer daño a un trabajo. Un trabajo que hemos logrado. La comunidad hemos logrado. Y usted no ha conseguido nada para acá. Usted lo que tenía era un interés propio. Y los intereses propios no lo pueden tener. Yo tengo 8 años de estarle trabajando a la revolución. Tengo 5 años de estarle trabajando a la misión Robinson. Pero no y tengo interés. No, tú sí manipulas. Cuando le dijiste a las personas que si no votaban en el consejo comunal, el chimbo que tú hiciste, no le dabas apartamento. Eso sí es manipulación. Señora, si no trabaja con pruebas, no se puede estar de santo. Entonces se metieron a la revolución a echar a perder esto. Yo, como tú dices, que yo soy una abusadora contigo ahí. Esto yo lo voy. Usted a mí me apoya. El problema tuyo conmigo yo, no me importa, porque para mí es no lo voy a sacar. Tú lo buscaste por Maíz Santa que ella votó contra Chávez. Y tú tienes esa prueba, así que a mí no me vengas a tú a hablar. Tú la sacaste, tú la buscaste a ella. Y ella sale que votó contra el presidente. ¿Por qué te vas, cobarde? Pero yo le voy a decir una cosa, mis amigos, mis hermanos queridos, con discutir, con pelear, con agresividad. No estamos agresivos ni estamos discutiendo. Cuando uno va a llamar a tiempo a una persona, llama a la parte. Dígale, mire señora, a mí me dijeron esto y esto, yo quiero que usted me lo aclare para salirme de esta duda. Para que me diga que no. Exacto, bueno. Aquí me dice que no, delante de la comunidad, al menos me lo está diciendo en público. Pero yo le voy a decir una cosa, amiga, pues, te lo voy a que te quede bien claro, como se lo dije a Aida, a Aida que es mi vecina. Esta señora fue la que puso la primera piedra, como se lo dije aquí a los hermanos. Eso no lo dudamos, exacto, ni lo negamos. Entonces, lo que yo no lo es niego. Cordialidad, que haya un proceso bien realizado. Nosotros somos los primeros interesados de este asunto, de este proyecto. Yo quiero que me aclaren una cosa. En una reunión que se hizo, se había hablado que las personas que viven ahí le iban a dar 3 apartamentos, que estaban pidiendo 5, y se negoció a 3. Yo tuve que irme a Cuba, a un congreso. Ajá. Y esa semana, bueno, perdí la comunicación de... ¿Cómo es que?
Entonces, Hola, yo lo que mamita quiero querida, saber ¿cómo estás? es... No te me pongas pichipié. Como dicen los mexicanos, no te me Yo lo que quiero saber... Por favor, este terreno es municipal. Este terreno pertenece al Estado. Aquí el único dueño de este terreno se llama Jesucristo y segundo el gobierno. Cállate. Oye, es mi esposo. Bueno, ya, Manuel. Pero que hable por su propia voluntad, no quiere que tú hables. Ya, ahí ya. No, ni por No perdamos los valores, aunque hayan pormenores. Quien dice la verdad se lleva en esto los honores, porque piensas lo que dices y lo dices con conciencia. Importa que tienes dentro, no importa tu apariencia. Las apariencias engañan porque la verdad empaña. Vamos con todo, con realismo. Somos ejemplo para el mundo porque aquí hay optimismo. Nuestro país es exclusivo, no somos más de lo mismo. Recuerden tener paciencia, no existen las coincidencias. Dos palabras claves, concordancia y coherencia. Revolución socialista se hace con la constancia y que nos aceptemos a pesar de las creencias. Lograremos la eficacia, requerimos la exigencia. Con el favor de Dios llegaremos a la excelencia. Vamos con todo, pero nos vamos con prudencia. La revolución se hace en el corazón, va más allá de la existencia. ¿Quieren hablar directamente con Magallanes? Ellos van a hacer una carta donde ellos van a llevar sus propuestas, sí. Ellos solos. La famille en question accepte finalement de négocier directement avec les autorités. Pero ellos quieren hablar directamente ellos. Dale la cita. Dale la cita. En l'espace d'une heure, le renversement des situations est impressionnant. Agustina, à nouveau incontestée, a repris la main. No, hoy no. Solamente quiero cuadrar la cita, porque yo... Et surtout, c'est le bon sens de la communauté qui s'est imposé. Dale, pues, está bien. Nous repartons vers le sud, direction Barinas, à une journée de voiture de Caracas. C'est le département où est né Hugo Chávez. Ici aussi, comme au Brésil, comme en Bolivie, on tente de mener à bien une réforme agraire. On dit qu'elle est encore trop timide, étouffée par la bureaucratie et la corruption aussi. Mais on nous signale une expérience qui fait figure d'exception. Une expérience d'avant-garde. Nous avons des patates douces, des cacahuètes. Nous produisons nous-mêmes la nourriture, car dans ce pays, 80% des aliments sont importés. Du Canada, d'Argentine, du Chili. Ici, il n'y avait aucune politique de production. On ne faisait qu'acheter, acheter. Maintenant, nous produisons nous-mêmes, car c'est une manière d'être libre. Tu peux dire que tu es libre, mais si tu ne produis pas ta nourriture, tout ça, c'est du blabla. Le président est fort préoccupé par la souveraineté alimentaire de son pays. La production agricole et la culture paysanne ont quasiment disparu, anéantis par des décennies d'une politique économique qui reposait entièrement sur la manne pétrolière. On encourage aujourd'hui le retour à la terre et l'agriculture biologique, la seule à offrir une véritable indépendance. Cette colonie, c'était les terres d'un colonel à la retraite. Mais il les a laissés à l'abandon. C'était comme sa résidence secondaire. Il a beaucoup d'argent. Il est propriétaire d'une des meilleures cliniques de Puerto La Cruz. Cette terre a été occupée le 19 mars 2006, 2 jours après que le président a déclaré qu'il ne reste plus 1 mètre de terre non cultivée. Ces terrains étaient en friche depuis près de 10 ans. Nous sommes venus avec notre propre projet. Nous avons voulu exploiter ces terres de manière écologique, de manière collective. Aujourd'hui, nous sommes 18 familles. Toute famille qui veut venir ici est la bienvenue. Le travail est collectif, parce que personne n'est propriétaire de ces terres. Elles sont à tout le monde. C'est une coopérative. Une autre facette du socialisme. Parce que si chacun a son petit lopin de terre, quel socialisme allons-nous construire?
C'est une manière de socialiser la terre et de socialiser la lutte, dans le même objectif. Le processus collectif est un peu compliqué. C'est déjà compliqué pour un couple de se comprendre à deux, alors ici on en a vu des vertes et des pas mûres. Je pense que pour l'avènement d'un véritable socialisme, il faut 40 ou 50 ans. En 2 ans, nous avons beaucoup appris, mais il nous reste encore beaucoup à apprendre. En fait, nous allons être riches et nous ne le savons même pas. Parce que la richesse, ce n'est pas d'avoir de l'argent, c'est d'avoir tout. C'est ça l'idée. Et c'est dans ce sens que nous allons. Être libre, ça commence par l'estomac. Être riche, ce n'est plus une question d'argent. Cela voudrait donc dire que la révolution bolivarienne pourrait survivre au pétrole. Voilà les flamboyants Rafael Correa, jeune et séduisant président de l'Équateur, brillant économiste formé à Harvard. Quand nous arrivons à Quito, Rafael Correa est en colère, furieux contre l'Europe. Une Europe qui vient de se laisser séduire par le principe d'immigration choisie, cher au président français Nicolas Sarkozy. Se arrogan ellos, los de la civilizada Europa, mediante esta directiva de la vergüenza, la potestad de detener a una persona y mantenerla encarcelada hasta por 18 meses, 1 año y medio, más de 500 días de la vida de un ser humano por el crimen de no tener papeles. Pueden, según estas malhadadas decisiones, deportar a terceros países a menores de edad, contraviniendo elementales principios humanitarios. Cuidado, la memoria es frágil, Europa, y te olvidas, cuidado, se olvidan las bases de su prosperidad, que fue en gran parte el saqueo que realizaron durante la época de la colonia. Après Rafael Correa, tous les présidents du Mercosur ont exprimé à leur tour leur profond rejet face à cette directive européenne. Une véritable première, le nouveau monde unanime face à l'ancien. Mais la toute première fois que ces présidents ont fait front commun, c'était en novembre 2005, au sommet des Amériques, à Mar del Plata, Argentine. C'était aussi le tout premier voyage de George Bush dans le sous-continent, comme aiment bien dire les Américains du Nord. Il est venu imposer, vite fait, bien fait, le projet concocté par son père. Faire des Amériques les plus vastes espaces de libre-échange de la planète, de l'Alaska à la Terre du Feu. Ce sera l'ALCA, l'Alliance du libre commerce des Amériques. Coup de théâtre. Les 4 pays fondateurs du bloc Mercosur, Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay, ainsi que le dernier arrivé, le Venezuela, tapent du poing sur la table. Hugo Chávez, particulièrement en forme à Mar del Plata, lance un contre-sommet aux côtés d'un Diego Armando Maradona animé par l'esprit d'Ernesto Che Guevara. Saludo a Diego Armando Maradona, el pibe de oro. Ven acá, Diego, ven acá. Dile algo a este pueblo, Diego. La Argentina es digna. Echemos a Bush.
¡Viva Diego! Vamos a decirlo. Alca, al carajo. Alca, al carajo. Hugo Chavez proclame l'enterrement définitif de l'Alca de George Bush devant une foule en délire. Contre-sommet, contre-proposition. On va plutôt construire une ALBA, une alliance bolivarienne des Amériques. Pas un marché, mais plutôt un espace solidaire. Hugo Chavez répète souvent que le pétrole du Venezuela n'est pas vénézuélien, mais bolivarien, c'est-à-dire latino-américain. Y que ustedes, muchachos y muchachas, tendrán una patria grande y libre, verdadera. Les pays s'entraideront, offriront ce qu'ils ont, échangeront, troqueront, simplement, par solidarité. Tupac Amaru, Tupac Katari, Simón Bolívar, Augusto César Sandino, José Martí. En Argentine, il propose de sauver les plus importants chantiers navals. Moi, j'ai besoin de bateaux. Toi, tu as le savoir-faire. Donc, au lieu de les louer, je te commande 2 superpétroliers. Et du coup, tu relances ton chantier. Voilà un bel exemple de ce que peut être, devenir, l'ALBA. En Uruguay, il nous propose d'échanger nos vaches pleines contre son pétrole à bas prix. Banco. Avec Cuba, il troque son pétrole contre les services des milliers de médecins prêts à se rendre aux 4 coins du Venezuela, dans ces barrios de misère que les médecins locaux ont désertés depuis des lustres. Vu d'en haut, nous sommes tous des nains. Et vu d'en bas, tous des géants. La seule manière de voir et de nous voir, c'est de nous regarder d'égal à égal. Il faut retrouver le regard horizontal, le regard de la solidarité et pas celui de la charité. Car comme dit le vieux proverbe africain, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Cayambe, dans la cordillère des Andes, les jours de la fête de l'Inti Raymi, la fête du Dieu Soleil. Après la Bolivie, c'est au tour de l'Équateur de tirer parti de son réveil indien. Et tout comme la Bolivie vient de le faire avec Evo Morales, l'Équateur, sous l'impulsion de Rafael Correa, a décidé de repenser lui aussi sa constitution, de tout remettre en question. Pour mener cette extraordinaire refondation du pays, une assemblée constituante a été créée. Toute la population a été invitée à y participer. L'un de ses membres m'a donné rendez-vous à l'aube, sur une plage du Pacifique, où il se rend chaque matin avant que n'ouvre l'Assemblée. Yo estoy con Correa, no por su carácter, no por sus sonrisas ni sus lágrimas, sino porque creo que él abrió una oportunidad a un proyecto de cambio. Ese proyecto de cambio se concretó en la Asamblea. Yo me debo a la Asamblea, me debo a la Asamblea y me debo a la Asamblea y al pueblo ecuatoriano. Ese es mi compromiso. No tengo que dar... El padre Fernando Vega, autre belle figure d'une église engagée.
Je pense que pour la première fois, la Constitution va enfin reconnaître la dimension multiraciale, multiethnique et multiculturelle de l'Équateur. La majorité blanche métisse, descendante des colons et des conquistadors, a toujours refusé de reconnaître l'existence des peuples premiers. C'est donc un acte de justice historique. Tout ceci implique également la reconnaissance de la vision cosmique des peuples premiers, ce qui a une conséquence essentielle sur la manière de concevoir nos modes de vie. L'Assemblée assume ce concept des peuples indiens qu'est le bon vivre, le sumak kausai, qui signifie la vie sainte, la vie en harmonie, la vie heureuse. Les droits de la nature ont donc été reconnus. Face à la mer, Monica Chuji, indienne Shuar. Travaillant nuit et jour depuis de longs mois à l'Assemblée nationale constituante, loin de sa communauté, de sa mère terre. Nous, les Indiens, quand nous disions « la nature est vivante », la forêt a des esprits, l'eau est vivante, les montagnes sont vivantes. Que nous répondait le monde occidental? Que nous avions des mythes, que le fait de croire en cela nous mettait en marge du monde civilisé, et donc que nous étions sous-développés, parce que nous croyons que la nature, que tous les êtres sont vivants. Montecristi, lieu de naissance d'Eloy Alfaro, premier président progressiste du tout début du XXe siècle. La petite ville a été choisie symboliquement pour abriter la fameuse assemblée. Ils sont en train de transformer toutes les lois, tous les règlements, pour que l'Équateur aille de l'avant. Nous avons attendu plus de 100 ans. Nous avons dormi patiemment pendant plus de 100 ans et je pense que ça suffit. Mais je pense que la Constituante va être un moment très important pour nous réveiller et nous exalter. Alberto Acosta, économiste reconnu et très proche du président coréen, même s'il se place à sa gauche. Il a été l'initiateur de ce chantier inouï. Il en est aujourd'hui le maître d'œuvre. Iba a ser la Constitución para defender el derecho al agua como un derecho humano fundamental e irrenunciable. Reconnaître des droits à la nature, que la nature ait des droits, ça a donné de l'urticaire à plus d'un ici à l'Assemblée. Surtout chez ceux qui étaient attachés à une vision plus traditionnelle des choses. Mais je crois que ça fait partie d'un processus révolutionnaire, inédit en Équateur et dans le monde. C'est comparable à l'époque où on croyait que les Indiens n'avaient pas d'âme. Reconnaître une âme aux Indiens était une aberration. Depuis quand les Indiens ont une âme? Donner le droit de vote aux femmes, et quoi encore? Et rendre la liberté aux Noirs? Quelle drôle d'idée avaient les gens à l'époque de libérer les esclaves. C'est pour ça que nous voulons que la nature ait des droits, c'est fondamental. Sudamérica tiene las mayores reservas de agua dulce y tiene una reserva sustancial todavía desconocida de petróleo y de minerales. ¿Cuál es la amenaza?
Galeano a résumé tout cela dans un magnifique article qui a été publié au moment même où nous commencions à débattre du sujet. Et ça nous a aidé à comprendre la portée fulgurante, la transcendance de cette proposition. Le monde peint des natures mortes. Les forêts naturelles succombent. Les pôles fondent. L'air devient irrespirable et l'eau imbuvable. Le ciel et la terre deviennent fous alliés. Et pendant ce temps-là, un pays d'Amérique latine, l'Équateur, discute d'une nouvelle constitution. Et dans cette constitution s'ouvre la possibilité de reconnaître pour la première fois dans l'histoire du monde les droits de la nature. La nature a beaucoup à dire, et il est grand temps que nous, ses enfants, arrêtions de faire semblant d'être sourds. Omari, du peuple Wao. C'est son baptême de l'air. Émotion partagée. Il y a 12 ans, je suis allé à la rencontre des Indiens Wao, l'un des derniers peuples mythiques de cette forêt. Je connus Campéré, leur dernier grand chaman. J'ai voulu retourner voir Campéré et son peuple. On m'a d'abord dit qu'ils étaient tous morts, tués par les prospecteurs. J'ai finalement appris qu'il s'agissait d'un autre groupe, assassiné par leurs propres frères, à la solde d'exploitants de bois. La similitude avec le conflit des mineurs de Huanuni est flagrante. Toujours la même histoire, la recherche du profit. Après une journée de piste, il nous faudra 2 jours de pirogue pour rejoindre Bameno, la communauté des Campéré, au beau milieu du parc national de Yasuni, joyau de l'Amazonie équatorienne. En chemin, Omari tient à faire un détour par chez son père. Elle veut me montrer les dégâts du pétrole. Le père d'Omari est très inquiet. Là, c'est la mare de pétrole, vous voyez? Mon père dit que beaucoup d'oiseaux viennent boire cette eau. Ensuite, les Wao vont à la chasse, ils attrapent ces oiseaux, ils les cuisinent et la nourriture a un goût bizarre. Il y a beaucoup de perroquets de toutes sortes qui viennent boire ici. Ensuite, ils s'envolent et se posent plus loin. Les Wao vont les chasser, ils les attrapent, ils les mangent et ça, c'est pas bon du tout. Cette rivière, le Chiripuno, n'est pas propre, elle est polluée. Et elle va jusqu'à Bameno, et même jusqu'au Pérou. Elle va loin, très loin.
Cette zone possède une grande réserve de pétrole, une richesse entre guillemets, et une énorme biodiversité en surface, une richesse sans guillemets. Pour donner une idée, sur 1 hectare du parc Yasuni, il existe plus d'espèces d'arbres que dans tous les États-Unis et le Canada réunis, sur un seul hectare. Et dans un seul arbre du Yasuni, on peut trouver plus d'espèces de scarabées qu'il en existe dans toute l'Europe. Nous savons que l'exploitation pétrolière de l'Amazonie a provoqué une destruction terrible. Des peuples entiers ont disparu, comme les Tetetes et les Sansawaris. Ironie du sort, ces noms existent encore dans la société équatorienne. Ils désignent 2 gisements pétrolifères du nord-est de l'Amazonie. L'idée, c'est de ne plus exploiter le pétrole afin de protéger cette région. Pour plusieurs raisons. La protection de l'immense biodiversité, la protection de la vie de la nature et la vie des êtres humains qui la peuplent. Ça permettra aussi de conserver une partie d'un poumon de l'humanité, une partie de la réserve du patrimoine biologique de l'humanité, pas seulement de l'Équateur. L'idée, c'est que les pays riches contribuent à la sauvegarde de cette région avec un apport financier équivalent à au moins la moitié des revenus qu'aurait généré la production et l'exportation du pétrole. Et l'Équateur financerait l'autre moitié en manque à gagner. Nous avons été un pays cacaotier, cafetier, bananier, pétrolier, crevettier, floriculteur, et nous ne nous sommes pas développés. Nous avons été le principal producteur et exportateur de cacao du monde. Ça ne nous a servi à rien. Alors nous avons décidé de dépasser cette malédiction de l'abondance. Nous sommes pauvres parce que nous sommes riches en ressources naturelles. Que nous ont laissé ces splendeurs? Des forêts transformées en désert, des champs abandonnés, des montagnes percées, des rivières putréfiées, de longues caravanes des malheureux condamnés à une mort précoce, des palais vides où les fantômes déambulent. Le passé serait-il muet? Ça y est, j'y suis. Campéré a toujours le même sourire. 80 et quelques années. Personne ne sait vraiment combien. Parti des chasses, comme il y a 12 ans, avec Campéré, Penty, Nanto et les autres. Enfin, presque comme il y a 12 ans. Campéré m'invite chez lui. Je voudrais qu'il nous raconte son premier contact avec les Blancs.
Un jour, il y a longtemps, on a entendu un hélicoptère. On les a vus monter leur tente. Ils sont venus sur notre territoire sans rien nous dire. On était très en colère et on les a tués, tous. Après, d'autres blancs sont venus. Et cette fois-ci, c'est eux qui ont tué notre chef, Wiñare. Alors on s'est éloigné du pétrole et des blancs. Et on est venu vivre ici. J'ai voulu aussi savoir comment il était devenu chaman. Mon grand-père était chaman. Quand j'étais jeune, j'aimais accompagner les anciens à la chasse. Un jour, je me suis perdu et je me suis retrouvé face à un jaguar. J'ai eu très très peur. Le jaguar m'a demandé ce que je faisais là. Il m'a proposé de me ramener sur son dos à la maison. Quand je suis arrivé, il faisait déjà nuit. J'étais très nerveux. Mes enfants sont venus se blottir dans mes bras. Où étais-tu? Que s'est-il passé? Ils ne savaient pas que le jaguar était rentré dans mon corps. Campéré est fatigué. Le coucher de soleil approche. Il est l'heure d'invoquer l'esprit du jaguar. Après notre départ, Campéré, comme tous les soirs, travaillera dur pour que demain, encore une fois, le soleil veuille bien se lever. Je pense au rêve mexicain de Jean-Marie Leclésio. Il y évoque le choc ressenti par Moctezuma, le dieu roi des Aztèques, en voyant arriver Hernán Cortés, le conquistador. Cortés qui osa soutenir le regard de Moctezuma, chose interdite entre toutes. Là, quelque chose s'était cassé, rompu, à tout jamais. Un lien entre les hommes et les dieux, entre les hommes et les forces de la nature. Comment réparer ce lien? Je pense à Campéré. Accepter l'esprit du jaguar. Je pense aussi à ces hommes et ces femmes rencontrés tout au long de ce voyage. El mundo entero padece una dictadura del miedo. Es el miedo de recordar y sobre todo el miedo de ser, el miedo de reconocernos en toda nuestra espléndida y poderosa plenitud. Je revois Eduardo Galeano les jours de l'investiture d'Evo Morales. Une scène impensable il y a encore quelques années. Evo président, Eduardo à ses côtés. De pensar con nuestras propias cabezas y de sentir con nuestros propios corazones. Que viva este parto, que viva el alumbramiento de esta otra Bolivia posible, que viva el nacimiento de otro mundo posible. Une pensée marginalisée pendant tant d'années qui inspire aujourd'hui tout un continent. Oui, on peut maintenant rêver d'intégration. Une intégration économique, bien sûr, comme l'attente le Mercosur, mais une intégration politique aussi. C'est l'idée de l'UNASUR. Même si, ici et là, des tensions persistent. L'accès à la mer que la Bolivie réclame au Chili depuis des lustres, depuis qu'elle l'a perdu pendant la guerre du Pacifique, à la fin du 19e. Cette guerre du salpêtre aiguisée par l'avidité britannique.
La pollution que dénonce l'Argentine en attaquant l'Uruguay. La cause, des usines de pâte à papier européennes installées le long du fleuve frontalier, el río Uruguay, fleuve des oiseaux bariolés en langue guarani. Ou encore les différents politiques qui opposent la Colombie, dernier pays encore aligné avec Washington, au Venezuela et à l'Équateur. Bombardement colombien d'un campement de FARC en territoire équatorien. Réplique immédiate. Mouvement des troupes vénézuéliennes à la frontière colombienne. Mais l'alliance continentale avance, irréversible, au point que le président colombien a demandé à être admis dans la future Banque du Sud, proposée par Chavez et censée se substituer au FMI. Dans ce mouvement général, Lula reste essentiel pour la région, car si Chavez donne l'impulsion, Lula, lui, permet à la machine d'avancer, en créant le G3 avec l'Inde et l'Afrique du Sud, en menant les négociations à l'OMC au nom des producteurs du Sud, en annulant la dette publique de plusieurs pays africains et latino-américains vers le Brésil, en se bagarrant pour obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et en même temps, il fait tampon avec le reste du monde, se montrant solidaire avec ceux que le Nord considère suspects, voire franchement infréquentables. Je pense à l'ALBA aussi. Ça fait rêver, bien sûr, mais c'est tellement volontariste. Que deviendra-t-elle, cette ALBA, aube en espagnol, les jours où Chavez ne sera plus là? Je pense à toi, Luna. Luna Lucia, lune des lumières. Pour toi, j'ai gardé une histoire de mon voyage. Elle se passe en Bolivie. C'est l'histoire d'une grande maison, au bord d'un beau lac bleu, que les Indiens appellent Titicaca. Titicaca, ça veut dire rocher du jaguar. Ça remonte à une légende du peuple Aymara. Le rocher du jaguar se trouve au milieu du lac, sur l'île du roi Inti, le roi soleil, le centre du monde Inca. La grande maison s'appelle Milagro, la maison des miracles. Tous les matins, depuis quelque temps, des hommes et des femmes, beaucoup de grands-mères, des grands-pères, arrivent dans cette grande maison. Ils ont perdu la vue. Mais très souvent, leur maladie n'est pas méchante. Pas méchante du tout. C'est juste que personne ne s'intéressait à eux. Et s'ils voulaient retrouver la vue, c'est-à-dire la vie, on leur disait que ça coûtait $1000. $1000. Un an de travail. Jusqu'au jour où 3 pays, qui font partie de l'ALBA, ont décidé de s'occuper de ces personnes. Cuba envoie les médecins car ils ont de très bonnes écoles là-bas. Le matériel aussi. Le Venezuela leur donne un salaire et les billets d'avion. La Bolivie, elle, met à disposition la grande maison, au bord du lac bleu. Et c'est comme ça que ce miracle a pu avoir lieu. Il y a plusieurs maisons comme ça en Bolivie, et ailleurs d'ailleurs. Et déjà, plus de 300 000 miracles. Et tu sais quoi? Ils ont choisi de mettre cette grande maison tout près du Pérou. Pourquoi? Parce que le président du Pérou, comme celui de la Colombie, ne veut pas entendre parler de ces grandes maisons.
Mais rien n'empêche les personnes qui ont perdu la vue là-bas de traverser le lac. C'est formidable, cette expérience de l'opération Miracle. Mais l'opération Miracle fonctionne aussi comme une métaphore. Ouvrir les yeux dans un autre sens, plus profond, plus vaste. D'abord pour nous voir vraiment. Pour revoir enfin l'arc-en-ciel de nos propres terres latino-américaines, car il est bien plus beau que tout ce qu'on nous a raconté à ce jour. Luna, je peux maintenant te raconter notre continent. La tête haute, les yeux grands ouverts. L'alternative est claire entre la solidarité et la solitude. Mais le chemin de la solidarité n'est pas facile à parcourir. Et je crois que le moment est venu de moins parler de solidarité et de mieux la pratiquer. Car un des fléaux, une des 7 plaies, non pas d'Égypte mais d'Amérique latine, c'est l'inflation de la parole. L'inflation monétaire est néfaste, mais l'inflation de la parole l'est encore plus. Alors on va essayer de moins parler et d'agir davantage.